Salut Ben, Salut Yann. je suis trop content de te recevoir. On est ici chez Deus, à Biarritz. Donc c'est un shop, c'est un café. Comment tu décrirais un petit peu tout ça? C'est un lieu de vie. Un lieu de vie. Un lieu de vie. Il se passe plein de choses. Il y a, comme tu as dit, un café, un bar, un magasin de vêtements et une galerie. Il se passe plein de choses. C'est un lieu de vie. Tu sais que, tu connais un petit peu le podcast maintenant parce que t'es auditeur aussi. Oui, complètement. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour nos auditeurs? Je m'appelle Benjamin Marigot. Tout le monde m'appelle Ben. Je suis né en janvier 80, donc j'ai 42 ans. J'ai un grand frère et un frère jumeau que j'embrasse parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le podcast. Et à mon sens, on est ici parce que t'es avant tout un passionné de bagnole. On reviendra sur sur la marque Deus puisque c'est toi qui l'a amené en France. On reviendra sur toute cette histoire. Mais comment l'automobile est un peu arrivé parce que c'est arrivé très jeune. C'est une passion familiale, c'est quoi? Oui, complètement. C'est mon père qui était fan de voitures, pilote de rallye dans le sud-est, à Aix-en-Provence. Il a eu toutes les motos, je pense, un peu cool de l'époque. Et il a roulé, quand il avait 18 ans, il roulait en Alpine à 110. Il faisait faire des tours de Sainte-Victoire, la montagne, à côté d'Aix-en-Provence, assez pion, parce qu'il était assez turbulent à l'école. Brillant mais turbulent. Et plutôt que faire les heures de colle, il faisait faire des tours au pion, le tour de la Sainte-Victoire avec l'Alpine à 110. Et il a eu beaucoup de voitures. Alors moi, quand je suis né, il avait déjà, pour des raisons professionnelles, vendu toutes ses voitures. Mais il a eu une très belle collection de voitures qu'il a toutes roulées. Il en a gardé aucune, malheureusement. Et donc, du coup, j'ai grandi avec les histoires de mon père sur ses courses de rallye et des photos de ses voitures dans la maison. Donc il a 18 ans, il roule en bonne ville, il a son Alpine A110, un peu le rêve quoi. Et il est beau gosse en plus. Et il est beau gosse. Et il roule fort en plus, je crois. Et il roule fort, ouais, il roule fort à l'époque. Il avait un petit nom dans la région. Il a roulé, il a eu des NSU, des Auto Bianchi. Évidemment, la plus belle c'était la 110. Il a eu Opel Kadett Rally, mais c'est avec la 110 qu'il a fait un peu des beaux scores. Il a fait des scratchs. Et il recevait même une époque, il recevait des caisses d'Alpine directement. Donc ouais, il a eu. J'ai gardé encore des coupures où à l'époque le sport automobile faisait la une des journaux régionaux qui n'existent plus évidemment maintenant. La Provence, je crois que c'était titré l'exploit de Bernard Marigot parce qu'il avait fait le scratch. Je sais pas s'il était en groupe 1 à l'époque, mais en tout cas il avait fait une très belle perf qui avait fait la une des journaux. Donc là tu grandis dans ce contexte-là. Le virus clairement est passé. Oh oui, très tôt. Et entre le moment où justement t'as donc cette enfance jusqu'au moment fatidique du permis, t'as des souvenirs un petit peu de peut-être premier roulage un peu Ah oui, bah donc c'est vrai que la chose la plus accessible quand on est petit c'est la moto. Donc on a eu un KX80 qu'on s'est partagé avec mon frère jalousement. Mon grand frère avait aussi une bécane, donc mon père nous amenait le dimanche quand il avait temps parce qu'il travaillait beaucoup, il nous amenait sur les pistes de cross. Il était pharmacien, c'est ça? Pharmacien, ouais. Et on partait, il nous amenait avec la remorque sur les pistes de cross où on y allait par la route. Mais ça, il le savait pas trop. Donc KX80 qu'on s'est fait voler, comme tous les cross, je pense, du Sud-Est. Et donc voilà, premier contact avec les mécaniques. J'ai fait des courses de voitures télécommandées. Ah ouais, genre, ouais. C'était quoi? C'est un peu du modélisme, c'est ça? Complètement, modélisme. J'avais une Tamiya, je me souviens, une Tamiya, et mon frère avait une Kyosho. Et je sais pas du tout ce que c'est. C'est des courses c'est des trucs de geek, ça, c'est des vraies marques de modélisme. Et donc le premier contact avec la course automobile, c'était via des voitures télécommandées. Et après, dès qu'il y avait un chemin en terre, je sais plus à quel âge on a commencé à conduire sur les genoux et après carrément tout seul avec mon père ou ma mère à côté. Puis à un moment donné, il nous laissait carrément les clés de la bagnole et on allait se balader avec mon frère. Et ça à quel âge? Peut-être 14 ans, comme ça, je pense. Peut-être un peu plus jeune, je pourrais pas te dire qu'à l'époque on touchait les pédales, c'était bon. Et vous faisiez des tours en quoi à ce moment-là? Ma mère avait une Jeep Willys. Enfin non, pas Willys parce que c'est plus vieux. Une fois une Jeep, un peu moderne quoi. Wrangler, c'est ça, pardon. Ouais, une Jeep Wrangler, exactement. Et après une 205 GTI. Voilà. C'est vrai, il y a pire pour débuter quand même. C'est pas mal, ouais. Donc là, ouais, tu t'évolues dans ce contexte-là. 18 ans permis. Permis, ouais. Mon frère l'a raté, moi je l'ai eu. Je te raconte pas l'histoire. La petite dédicace. Ouais. Il a raté le code. Oui, il a raté le code. Ouais.
Donc ça, j'attendais ça évidemment avec grande impatience. Et pour en venir un peu avant la période avant le permis, mon père nous a amené chaque année voir le Monte Carlo qui passait à Sisteron. Donc j'ai des souvenirs, les odeurs de l'assistance où à l'époque on pouvait approcher vraiment des voitures, où c'était moins on va dire fermé que maintenant. Et on allait à Sisteron voir le Monte Carlo, jour de classe ou pas, c'était peu importe, c'était le rendez-vous. Et donc du coup je me souviens des assistances et des spéciales, avoir passé les 200 voitures au Monte Carlo. Et j'ai un flash en réfléchissant à notre entretien. J'ai eu un flash. Je me suis souvenu. J'avais le front collé. À l'époque, c'était Sense, je crois, qui roulait sur une Subaru. Tu sais, les Subaru avec le sponsor la 555 là. Ouais. Et je me souviens avoir le front collé sur la porte conducteur pour voir l'intérieur de la voiture pendant l'assistance. Et je me souviens de Sense qui m'a gentiment décalé pour rentrer dans sa voiture. Et en partant de l'assistance, il a calé. Donc tous ces mécanos se sont foutus de lui. Et j'ai eu un flash en réfléchissant à ce qu'on allait se raconter. J'ai eu ce souvenir. Et j'ai aussi un souvenir des premières Clio Maxi avec Bugalski, avec la boîte Kit-Car, avec la peinture Diac là. Et ça aussi, je me souviens au contrôle horaire de Sisteron. Ouais, donc clairement, en fait, dans le sport auto, c'est le rallye qui t'a particulièrement marqué. Ouais, mon père a fait un tout petit peu de circuit, mais il a fait vraiment beaucoup de rallye. Et c'est vrai que je sais pas, je suis attiré plus par le côté aventure du rallye. Tu vois, rouler de nuit, aventure, les routes qui changent tout le temps. C'est quelque chose plus qui m'attire que le circuit. Puis le côté aussi où tu fais ça entre guillemets sur des routes qui sont des routes que tu peux employer, complètement, utiliser dans la vie normale. Complètement. Et avec quelqu'un à côté, en plus, c'est toujours sympa. Et donc plutôt attiré vers le rallye, mais ça c'est mon père qui m'a mis le virus. On allait quand même voir aussi pendant des années, on allait voir les essais du Grand Prix de Monaco. Donc ça aussi c'était super souvenir. J'ai tous les billets, j'ai gardé tous les billets. Ah ouais? Ouais, tous les billets en francs. Je crois que la première fois c'est 1990 et j'ai tous les tribunes. J'étais pas encore né. Ah, coup de vieux. Coup de vieux. Ouais. Ah oui, 1990 t'étais pas né. Non. Ouais, OK. Et donc 18 ans. Permis, rallye. Alors rallye, j'avais encore le permis probatoire là, donc la petite feuille rose. Et rallye en copilote avec mon père, un copain à lui, son copilote de l'époque avait une Lotus Super 7, une belle, avec le moteur Lotus. Et il a prêté à mon père et on a fait le rallye de Manosque, je me souviens. Donc en 98, j'avais tout juste 18 ans. Rallye de Manosque, je pense que c'était au mois de juillet, au mois d'août, donc il faisait une chaleur à crever. Heureusement, on était en cabriolet. On était en VHRS à l'époque, mais on avait fait, mon père, pour vraiment m'imprégner dans le truc, on avait fait les reconnaissances, on a fait ça bien. Et je me souviens, première spéciale, j'ai bouffé un gravier, vu que les Lotus Super 7, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Et quelques kilomètres après le départ de la première spéciale, j'ai bouffé un gravier que je pense que j'ai avalé. Et je souris encore à la tête des spectateurs quand ils nous ont vu passer et moi en train de cracher tripé boyau parce qu'évidemment le gravier n'est pas passé tout seul. Tu m'étonnes. Et donc du coup, plutôt qu'envoyer les notes, j'étais en train de m'étouffer. Ouais, c'est un super souvenir finalement. Ah, c'est un premier. Il y en a beaucoup mais celui-là il est pas mal. C'est le premier en tout cas. Ouais. Et surtout que tu me disais qu'à ce moment-là, donc t'as eu cette Lotus Super 7, ensuite t'as eu une Capri, c'est ça? Cortina. Ouais. Et il y avait des problèmes de fiabilité, je crois, non? Oh, tout petit peu. Ouais. On n'a jamais fini un rallye. Non, j'exagère. Papa, je suis désolé. On a fini quelques rallyes. Mais c'est très peu, quoi. En fait, c'était une super caisse très bien préparée que mon père avait trouvée pas très loin de là où ils habitent, dans le sud-est. Et le moteur était dans le coffre et c'était une manière de parler, le moteur était démonté. Et c'était une voiture qui était préparée pour le circuit, parce que les Cortina marchaient très fort en circuit. Donc c'est Ford Cortina Lotus de 1965. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une caisse de Ford Cortina. Et Colin Champagne avait mis un moteur Lotus dedans et évidemment réglé le châssis pour que tout soit cohérent. Donc c'est une voiture de 1965. Pour les fans de rallye, c'est emblématique. Et donc mon père trouve cette voiture et je vais la voir avec lui. Pareil, je me souviendrai toute ma vie, la première vraie voiture de course. Et donc il la monte et il a eu des problèmes de fiabilité parce que le moteur était trop poussé pour du circuit, donc ça devait sortir 180 chevaux, mais trop fragile pour tenir des rallyes, quoi. Et donc on a fini beaucoup de rallyes sur le bas côté à regarder les copains passer.
Rallye du Var, rallye de la Sainte-Baume. En plus, on faisait des vrais rallyes, quoi. Rallye du Var, c'était presque une semaine. Et puis à l'époque, c'était des distances qui étaient beaucoup plus importantes que Ouais, maintenant. ouais. On faisait, je sais plus, rallye du Var. Je sais pas si je dis des bêtises, mais je crois que c'était 4 ou 600 kilomètres qu'on faisait, pas en spécial, mais au total. Et donc, avec des spéciales très longues, des 30 kilomètres, des choses comme ça. Et, dans des conditions toujours, c'était au mois de novembre, donc, on a même eu de la neige. Ouais, j'ai souvenir de dingue. Exact. Ouais. Et, donc, on a eu pas mal de soucis de fiabilité, beaucoup de moteurs, beaucoup de boîtes, des arbres de roue qui cassent. Qu'est-ce qu'on a? Je me souviens un départ de la Sainte-Baume, raid de la Sainte-Baume, spécial des crêtes, c'est une des plus belles spéciales que j'ai jamais fait entre Cassier et La Ciotat, et départ en côte, donc une petite cale derrière la roue arrière au départ, hein, et mon père met gaz et on est resté sur place. On a juste arraché l'arbre de roue, chose qui n'arrive jamais. On s'est posé sur le carter. Sur le carter, et là les pompiers au départ la spéciale, pareil, je pense qu'ils ont éclaté de rire. On est resté sur place. Ça c'était aussi, quand ça t'arrive c'est moins marrant, mais et surtout t'arrives, t'es en panne, donc tu vois les 150 voitures ou 200 voitures qui passent, et après en une demi-heure tout est plié et tu te retrouves tout seul au bord de la route. Tu dis mais qu'est-ce que je fais là en fait avec ta voiture qui ne peut plus rouler. Et là quand t'es mordu comme ça de caisse, tu vis que pour ça, caisse, moto, ouais, tout ce qui est mécanique. Est-ce que tu te dis, je vais faire un métier qui va être aussi dans la même vibe, ou tu penses quoi à ce moment-là? Non, quand t'es plus jeune, tu dis, je serai pilote de course professionnel. Quand à l'école, les maîtresses te disaient, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je dis, je vais être pilote de course, mais bon, tu sais bien que c'est assez fermé comme perspective de carrière. Donc non, j'ai juste eu ça toujours en tête dans mes veines. Et j'ai fait en sorte de toujours pas trop m'en éloigner, quoi. Ouais. Donc là, tu fais des études de quoi? De génie mécanique? À l'époque, ouais, génie mécanique. Donc, génie mécanique à Aix-en-Provence. Ça m'intéresse pas du tout. C'est juste que j'ai un de mes meilleurs potes deux de mes meilleurs potes d'ailleurs qui faisaient la même chose. J'ai eu mon bac, limite, quoi, mais j'ai eu mon bac et il fallait faire quelque chose. Donc, j'ai fait génie mécanique. Donc pour suivre les copains, quoi. Pour suivre les copains, exactement. À l'époque, je faisais pas mal de skate et de snow, et une fois que j'ai eu mon DUT, il y avait option de poursuivre à Grenoble, donc pas loin des montagnes. Et j'ai choisi Grenoble, évidemment, pour me rapprocher des montagnes, pour faire du snow. Et comme tu imagines, je suis pas allé beaucoup à l'école, enfin à la fac. Donc une fois que la neige a fondu, j'étais un peu bête avec mon appartement à Grenoble, donc je suis rentré à Aix-en-Provence. Donc là, t'as une vingtaine d'années? J'ai 20 ans, exactement, ouais. Et c'est à ce moment-là où, avec mon oncle et un autre associé, on a décidé de monter un skate shop à Aix-en-Provence qui s'appelait Select. Et parce que j'ai grandi avec deux passions, le skate, le snow, et le surf, et les voitures et les motos. Et donc là, possibilité de monter un skate shop avec mon oncle qui était lui dans le business du skate depuis longtemps. Donc il t'a amené un peu l'expérience, le capital. Ouais, tout quoi. Il m'a tout amené, hein. Moi, j'avais juste envie de participer, quoi, mais sans trop d'expérience. Donc on a monté ce skate shop et qui a fonctionné tout de suite. C'était un peu l'époque du skate où ça marchait bien. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte un peu en vendant les marques des autres, on s'est dit qu'il y avait un potentiel et on a décidé de créer notre marque de skate qui s'appelait Logo, avec un point d'interrogation. Qui a eu une petite fame à l'époque, ouais, dans le monde du skate. Hein. Ouais, qui a pas trop mal marché. Je continue à rencontrer des gens qui connaissent. C'est toujours sympa. Et donc on a monté cette marque de skate. Ça a marché, ouais, pendant peut-être 6 années, quelque chose comme ça. Et mon premier salaire, comme tu peux imaginer, est parti avec un petit apport des parents. Au début, c'était le premier salaire s'est passé dans un van Volkswagen, un T3. Là, j'étais dans mon délire skate, surf, snow, donc que j'ai utilisé quelques années pour aller faire du snow l'été sur le glacier de Tignes, et après on passait par Aix, on changeait les planches, puis on allait à Biarritz faire du surf. Et après, quand j'ai vraiment commencé à bosser et que j'avais plus trop le temps de faire ça, parce en T3, faut pas être pressé. Tu roules à 90. Ouais, et puis attends, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur cette marque de skate et même sur le magasin, tu t'occupais presque tout, en fait. Ouais. On était une petite équipe. Il y avait Luc, le graphiste, mon oncle et moi. Donc, mon oncle s'occupait de la partie commerciale et financière. Luc s'occupait de tout ce qui était DA et moi, je m'occupais du reste, c'est-à-dire production des vêtements, import, livraison, toute la logistique. Ouais. Donc, c'était
on faisait plein de choses, quoi. On travaillait beaucoup, mais qu'est-ce qu'on s'éclatait. C'était vraiment top, quoi. C'était vraiment top. Et on skatait, on voyageait un peu. La marque avait une petite fame, donc on s'avait invité plusieurs fois dans des salons à l'international, en Europe, quoi. Et donc du coup, on voyageait. On voyageait, on skatait, on bossait. On gagne vie quand t'es jeune en plus, quoi. Ouais, on gagnait pas beaucoup d'argent parce que c'était laborieux quand même. Et on se développait très vite, donc on avait du mal à financer le développement, mais on s'éclatait, quoi. Ouais. Tu vivais encore chez tes parents, donc tout ce que tu gagnais comme argent, tu le dépensais dans tes passions, en fait. Exactement. Donc quand j'ai un objectif, j'arrive à faire petite souris, donc j'ai fait petite souris jusqu'à justement, donc j'achète ce van, mais que je garde quelques années, mais c'était pas jouable de le garder au quotidien. Et du coup, je me suis acheté une 125 que j'ai toujours, un KTM, pour aller de chez mes parents au magasin, et une 106 Rally, ma première voiture de course, 106 Rally Groupe N. Et le but, c'était d'avoir une voiture plus fiable que celle de ton père? Oui. En fait, au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, j'aime beaucoup la Cortina, j'aime beaucoup de copiloter, mais j'aimerais voir l'arrivée, le drapeau à damier, et donc du coup, 106 Rally, j'ai trouvé une voiture hyper saine, vraiment pas cher à entretenir, donc ouais. 106 Rally, c'était j'avais 21 ans, non, un peu plus tard peut-être. Ah, je sais plus trop, mais peut-être 23, quelque chose comme ça. 23, ouais, dans ces eaux-là. Donc là, t'as fait quoi comme rallye avec? On faisait rallye du Sud-Est avec mon copain Sam là qui me copilotait, rallye du Sud-Est, rallye Mistral qui avait la particularité de rouler pratiquement de nuit. On appelait ça à minuit, donc on commençait à midi, on finissait à minuit. C'était marrant, c'était un des rallyes que mon père a gagné en scratch. Donc j'étais content de passer sur les mêmes routes que lui quelques années après. Et t'as fait des bons petits temps là-bas dans ton groupe? Ouais, dans mon groupe. Après j'avais une des plus petites autos du plateau, donc groupe N. Il vient d'avoir une catastrophe. C'était nous un café qui vient de se renverser. Ouais, café sur l'ordinateur. C'est dur. Mais c'est pas moi, ça va. Pourtant, c'est le genre de catastrophe, à mon avis, qui peut arriver à nous deux. Ah ouais, ça c'est sûr. On est maladroit. Ça c'est sûr. Ouais, donc en fait, c'est pour l'éclate que tu fais ça. Ah ouais, je m'éclate. Je regarde les temps parce que, mais je vais pas aller chercher la seconde qui me sépare du mec. Je roule au max que je peux, mais toujours avec une petite marge parce qu'il était pas question de casser l'auto ni de se faire mal. Donc on roule dans le Sud-Est. Je fais quelques temps dans ma catégorie, quoi, mais rien d'exceptionnel. Mais rallye Mistral qui était vraiment autour de la maison, là, je connaissais bien la route, donc j'ai réussi à claquer 2-3 bons chronos. Mais l'éclate, quoi, avec mon copain Sam, mon père qui me faisait l'assistance, enfin, le rêve là. Donc ouais, enfin, t'as la marque de skate, tu t'amuses, t'as tes petits jouets à côté. Mais il y a un moment où la marque de skate commence à sombrer un petit peu, c'est ça? Parce oui. Que justement, tu l'expliquais tout à l'heure, c'est que la croissance, c'est quelque chose qui se gère. Ouais. Et vous avez eu, je crois, 2-3 mésaventures en plus qui sont pas de votre faute, pour le coup. En fait, c'est compliqué c'est le plus dur dans un business de gérer la croissance, je pense. Quand ça marche, tu peux pas dire, je vais mettre le pied sur le frein comme en bagnole, hein, tu sais bien, parfois pour passer plus vite, faut, accélérer, freiner en même temps, et ça, on n'a pas su le faire en business. Et on voyait qu'on n'arrivait pas à financer le développement, on était en train de vraiment très bien marcher, des distributeurs un peu au Japon, en Russie, et c'est compliqué quand c'est ton business, tu vois que ça marche, t'as envie d'y aller, quoi. Et au pire moment où on était en train de chercher des partenaires financiers, revoir les banques, on a eu deux problèmes. On a eu le problème de production de vêtements. On avait pratiquement toute notre prod en Inde, et l'usine nous a planté, clairement. On a reçu comme la vérité si je mens, quoi. On a reçu. Quand tu m'as raconté ça, j'ai halluciné. Ah ouais, on a reçu vraiment les pièces ratées, complètement ratées, invendables, quoi. Des problèmes de qualité, mais comme dans les films, quoi. Vraiment. En plus avec 2 mois de retard, donc là t'as même pas le temps de te retourner, quoi. T'as pas un plan B. Et puis c'était la majorité de votre prod, quoi. Ouais, pratiquement, non. 90% de notre prod. Après, les planches, on les faisait aux US, donc ça allait, mais les planches de skate, les marches, tout ça, c'est pas ça où tu gagnes, où t'arrives à faire tourner. Enfin, tu peux, mais c'est compliqué. C'était sur les vêtements, vraiment, on arrivait à financer, enfin, à se développer. Et là, on s'est retrouvé avec une prod invendable. Et en parallèle à ça, mon oncle Bruno, là, est tombé malade. Il avait une maladie de Crohn, le pauvre, et il va mieux. Hein. Mais à l'époque, certainement les soucis ont fait que sa maladie de Crohn s'est redéclenchée. Et il a passé plusieurs mois à l'hôpital. Donc je me suis retrouvé tout seul à gérer les problèmes de prod, à penser à mon oncle qui était pas bien avec Luc, du coup mon pote qui était graphiste. On s'est retrouvés tous les deux et on a essayé de sauver le truc, quoi. Mais au bout d'un moment, il fallait se rendre compte. Et là, mon père qui était entrepreneur, qui a monté des business, était pharmacien, mais il a toujours
eu plein d'idées de business, il a fait pas mal de choses. Un jour il m'a dit là Ben, il faut que tu prennes la décision d'arrêter quoi, c'est juste plus possible. Donc je suis allé voir Bruno sur son lit d'hôpital. C'était une période vraiment très dure comme tu peux imaginer. Et Bruno qui avait perdu 50 kilos quoi, qui était squelettique complet alors que c'était un très gros skater, un beau gosse et tout. Et là je l'ai vu, je fais bon alors par contre lui il était en train de remonter à la pente donc ça allait. Je lui dis par contre là la marque c'est le moment d'arrêter quoi, on peut plus continuer, on avait emprunté des sous à la famille qu'on était en train de perdre, donc j'ai dit voilà, là faut arrêter quoi. Et donc décision très dure d'arrêter la marque quoi. Au bout de je crois que ça a duré 7 ans quand même, un truc comme ça. Mais énormément d'apprentissage, si tu prends avec le recul. Ah bah oui, complet. C'est une expérience folle. Ah mais tu crées une marque, tu vois, c'est moi qui avais trouvé le nom, donc tu t'es au début du projet, tu mets tout ça en place, les difficultés du début et là ça marche, le moment où ça commence vraiment à marcher et le moment où ça se casse la gueule. Donc école de la vie, école du commerce. T'as fait ton école de commerce. Exactement, ouais. J'ai fait mon école de commerce. Et comment tu rebondis? Parce que effectivement émotionnellement c'est compliqué, donc j'imagine que t'as un petit temps déjà faut digérer tout ça. Digérer, j'ai pas eu trop le temps parce que bon, on s'était fait un peu remarquer avec cette marque et j'ai été approché par une marque qui arrivait en Europe, qui s'appelait Ruka, une marque de skate et de surf, qui cherchait un directeur co pour la France et je connaissais le patron européen qui était à Marseille, d'ailleurs qui avait un énorme parcours de rallye aussi. Ça me revient, ouais. C'est Gamay, les frères Gamay. Le patron de la boîte était lui copilote, son frère était pilote et ils ont été pilote officiel Opel. Ok. À même pas comme mon père, donc ils se connaissaient de nom. Et eux par contre ils étaient vraiment pros quoi. Et donc forcément ça crée des liens. C'est marrant, oui, je viens de penser à ça. Et donc Michel Gamay m'appelle, il me dit on a bien aimé ce que tu avais fait avec Logo, on a cette marque là. On pense qu'il y a un gros potentiel. Est-ce que tu veux t'en occuper? Donc super, parce que moi j'avais jamais été salarié dans ma vie, toujours à gagner 1000 € et à travailler 48 heures. Même qu'est-ce que je dis 48 heures? Ouais, 48 heures par jour. Et donc bonne opportunité. Donc directeur co, j'avais 27 ans à Marseille. En plus, et j'imagine que ta 106 Rally, t'as dû t'en séparer parce que t'avais peut-être besoin d'un peu de rond à ce moment-là. Ouais, aussi. exactement. Ouais. Du coup, là, c'était un peu douche froide, retour à la vraie vie, effectivement, pour payer un peu les dettes, rembourser le grand-père, l'oncle qui avait mis des sous. Je vends la voiture, ouais. Je vends la 106 que j'ai bien vendue, que j'ai vendu le même prix. Je l'avais acheté, je l'ai roulé, je l'ai très bien entretenu. C'était vraiment mon jouet. Je passais mes week-ends dessus. Quand je roulais pas, je l'entretenais. Et donc, je l'ai bien revendu, mais bon. Je l'ai vendu, je me suis dit de toute façon j'y retournerai, évident quoi. Le cœur gros, mais tu savais que c'était qu'une passade quoi. Exactement, ouais, exactement. Et donc emploi à Marseille pendant 2 ans, pareil, éclat professionnel. Même si j'étais salarié, j'avais les mains totalement libres de développer la marque comme je l'entendais. Et surtout c'était au tout début aussi. J'aime bien être au début des projets, c'est un truc qui m'intéresse. Et la marque se fait racheter par Billabong. Du coup, j'espère faire partie du rachat et pour pouvoir m'installer à Biarritz parce qu'évidemment, Osgore, c'était Osgore à l'époque. Évidemment, j'avais toujours eu envie, amateur de surf, de m'installer ici, dans le sud-ouest. Et ça l'a pas fait pour diverses raisons. Et là, je me retrouve donc à 30 ans avec déjà un gros parcours professionnel et avec, même si j'ai énormément kiffé, j'ai énormément travaillé aussi, donc un peu envie de faire un break. Et donc là, je pars en Australie avec ma copine de l'époque. On vend tout. Donc sac à dos et pas de projet particulier zéro. En Australie. Ouais, zéro. Je gèle mon pôle emploi. Très important pour la suite. Je ne veux pas faire le backpacker qui profite du système en Australie. Je gèle mon pôle emploi et je me dis, je vais financer mon voyage en travaillant sur place. Le truc backpacker, mais que tu fais normalement à 18-20 ans, pas à 30 ans, quoi. Et j'étais à la limite du visa. C'était la dernière année où je pouvais prendre le visa. Ah, parce qu'après 30 ans, tu peux pas? Ouais. Je savais pas ça. Faut que tu sois dans ton année 30, quoi. Enfin, à 31, tu peux plus. À 30 ans. D'accord, ok. Donc, je prends mon visa à 30 ans et on part, c'était en septembre pour l'Australie. Bah vu que j'étais vachement attiré par le skate, le surf et que quand même il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas, je me suis dit je vais quand même être attentif à ce qui se passe. Et j'arrive à Sydney, on était hébergés chez des copains qui habitaient là-bas, pratique. Et on se balade au bout d'une semaine et là je tombe sur le magasin, le premier magasin des Housses que je vois, skate, surf, café. C'était vélo un peu aussi. Vélo, ouais. Pardon, pas skate, ouais, pardon, vélo.
vélo surf café, un petit truc à Surrey Hills, dans un quartier un peu branché. Et là, je vois ça et je dis, mais je suis reparti avec un t-shirt à $70 alors que j'étais censé voyager, tu vois, donc j'avais pas un rond. Et sachant que t'achetais plus de t-shirt depuis un petit moment parce que t'avais Oui, une marque de fringues avant. exactement. J'ai eu une marque de fringues, un magasin de skate, donc forcément, j'ai pas beaucoup acheté de fringues. Et là, j'ai craqué. J'ai toujours le t-shirt d'ailleurs. Qualité. Et et donc je vois ça et je dis mais c'est super ce concept. Il y avait évidemment une moto ou deux dans le local, donc et donc je repars de là, les étoiles plein les yeux. Et donc c'est là que je commence mon histoire avec Deus, à envoyer un mail. Tu te dis quoi? Tu te dis, ces mecs-là, ils ont rassemblé tout ce que j'adore. Ouais, mais ça a été tellement évident, je sais pas comment l'expliquer, mais dans un lieu, il y avait tout ce que j'aimais. J'ai fait de la sérigraphie, j'avais un atelier de sérigraphie à l'époque où j'habitais à Aix, à Marseille. J'ai fait toujours de la sérigraphie. Je faisais des t-shirts, j'avais monté une marque en sous-marin avec un copain, photographe, Cédric, et je faisais des t-shirts, moi, que je revendais, numérotés, qu'on revendait dans des magasins un peu branchés. Donc, bref, et donc du coup, je faisais de la sérigraphie, des affiches, des t-shirts, et j'arrive dans ce magasin, il y avait des sérigraphies accrochées au mur, des planches de surf, des motos, des vélos. Donc là, j'ai dit bon, incroyable, il y a quelqu'un qui a lu qui a regroupé toutes mes passions en un lieu. Et donc là, on rentre vite à l'appart. Je trouve sur internet le mail, le générique info@deuscustom.com, je crois que c'était ça. Et là, j'envoie mon premier mail sans réponse. Et de 9 mois de voyage, j'ai envoyé, je les ai pas comptés le nombre de mails que j'ai envoyés. Une bonne dizaine, quoi. Oh, plus que ça. Je crois que je m'étais... Ce qu'on appelle de la détermination. Ah ouais. Et je me disais, tant qu'ils me disent pas, laisse-nous tranquille, j'envoie les mails, il y a bien quelqu'un qui les lit, ces mails, et s'il me répond pas, ben je continue, quoi. En plus, t'étais même pas sûr que ce soit le bon mail, finalement. Enfin, tu savais que ça a envoyé, mais... Ouais, je savais pas qui le lisait, quoi, c'est clair. Mais moi, tant qu'on me dit pas, laisse-nous tranquille, je continue, hein. Et donc on voyage en Australie, vanpacker, on achète un van, la belle vie du voyage en Australie. Et un jour on repasse par Sydney parce qu'on devait aller dans le sud, on était dans le nord, on redescend dans le sud. Et là je reçois un mail après je sais pas combien de mail. Ok, est-ce que tu peux passer demain? Est-ce que t'es à Sydney? Alors coup de chance, j'étais à Sydney à ce moment-là. J'ai dit ok, je passe demain. Donc je prends le bus 303 direction Parramatta Road. Et j'arrive dans le magasin Deus, donc la maison mère. Et là, je prends une autre claque parce que c'est une autre dimension que le petit magasin que j'avais vu dans le centre-ville de Sydney. Là, c'est en périphérie, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de jouets partout. Il y a beaucoup de monde. Et je monte à l'étage, les bureaux, et là, je pensais avoir l'assistant de l'assistant de l'assistant. En fait, c'était tous les fondateurs. Enfin, il y avait les deux fondateurs, il y avait le directeur, directeur export, mais ça n'avait pas commencé vraiment, mais le directeur international, le directeur australien. Donc Der, Carby, Omar à l'époque. Il y avait Ben Monroe qui s'occupait de l'Australie, et je crois qu'il y en avait un dernier, j'ai oublié. Et là, ils étaient assis. Tu veux un café? Ouais. T'imagines bien que le café, je l'ai pas touché. J'avais l'estomac un peu serré. Et ils disent bon, qu'est-ce que tu veux là? Tu nous envoies des mails, explique-nous quoi. Donc là, je leur fais un peu mon parcours comme je suis en train de faire. Je leur dis que il y a quelque chose avec la marque qui me parle et que je pense que je peux faire quelque chose sur la France et que j'ai pas un rond, que j'ai pas de maison, que j'ai le garage de mes parents pour commencer, mais que les premiers points de vente que je vais ouvrir, ça sera les bons et que je vais faire ça en respect, en respect avec la marque, quoi. Parce que t'as bien compris la philosophie de la marque. Oui, ouais, comme je t'ai dit, ça m'a parlé tout de suite et j'ai pas fait de business plan, tu vois. Je suis arrivé, j'ai dit ok, bon, c'est ça qu'il faut faire. Et eux, la marque avait 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'était vraiment tout récent. Il y avait personne encore en Europe. Au moment où j'étais dans les bureaux, il y avait encore personne en Europe. Donc là, on est en 2011. On est en 2011, exactement. 2011. Et personne encore. Donc ils me disent oui, ben t'es mignon, c'est sympa ce que tu nous racontes, mais on n'est pas du tout prêt, quoi. L'Europe, c'est loin. Donc je dis ok. Et là, j'avais un mail de quelqu'un. J'avais pas le info @ machin, j'avais le Omar @ Deus. Et là, le pauvre Omar, il a reçu des mails encore, des saucés de mails, on pouvait plus, le pauvre. Et Omar qui est devenu un copain après, puisqu'il avait mon âge, à peu près. Et je la harcèle pendant tout le reste du trip. Et la veille de rentrer d'Australie, je rentrais pour le mariage de mon frère jumeau. Et je passe voir Omar, je dis écoute Omar, c'est simple, moi j'ai trouvé du boulot en Australie. Mon ex avait trouvé du boulot.
Et voilà, je rentre en France. Si tu veux que je reste pour m'occuper de la marque, je reste. Si vous êtes pas prêt, que vous avez trouvé quelqu'un d'autre, que vous avez pas envie, tu me le dis là, dans les yeux, et puis je rentre. Je reviens en Australie et je viendrai boire des cafés avec plaisir. On ira boire des coups, mais je bosserai pas avec vous, quoi. Et là, il me dit non, vas-y, c'est cool, prends 3 t-shirts et rentre en France et montre-nous ce dont t'es capable. Fin du contrat. Poignée de main. Ils t'ont rien donné. Ils t'ont juste dit. Rien donné. Ouais. Fais tes preuves. Ouais, exactement. Fais tes preuves. Go. Et donc là, je suis rentré comme un fou. Je récupère. Je crois que c'est la voiture de mon frère ou la voiture de mes parents. Je pars avec mes 2 t-shirts et un bouquin Deus, 300 pages sans aucun texte, que des photos. Et là, je vais voir mes clients que je connaissais de Logo et de Ruka. Et je vais en voir une petite dizaine, je crois. Et je leur dis voilà, les gars, j'ai fait ça, je ramène ça. Puis là, les clients me regardent, on me dit mais on ne fait pas la moto, nous ça nous intéresse pas. Et je leur dis non mais c'est pas une marque de moto, c'est une culture, c'est quelque chose de plus profond, c'est plus intéressant. Et donc tu t'es dit tout de suite, je vais pas targeter les magasins de moto parce que justement c'est pas. Ouais, c'était vraiment la complexité du projet, c'est-à-dire de pas aller dans un magasin de moto parce qu'on n'était pas une marque de moto, même si l'image, le marketing fait même l'histoire fait que c'était une marque de moto custom, mais d'un point de vue business, on vend rien de technique, quoi. Et d'ailleurs, c'est toujours pas le cas, quoi. Enfin, on vend rien en technique. On a quelques casques. Et donc, c'est une marque de mode, mais avec une ADN et une inspiration surf moto, tu vois. Et donc, du coup, la problématique, c'était pas aller dans les magasins de moto. Et les magasins de surf, à l'époque, c'était impossible de leur vendre des t-shirts à 49 €. Ah, c'est ça, parce que t'étais quand même assez haut en termes de prix. Ouais, eux, ils étaient pas structurés pour la distribution en Europe, pardon. Donc, tout était du surcoût, quoi. Les prix c'était pas bon, l'import était pas, enfin voilà, c'était tout. Même si je travaillais bénévolement et que j'avais le stock sous mon lit, il y avait des coûts incompressibles. T'as été un intermittent du spectacle pendant un petit moment. Bénévole, on m'a appelé. Bénévole, ouais. Intermittent du spectacle, ouais, exactement. Et j'arrive à convaincre donc une dizaine de shops. D'ailleurs, je pense que je les ai tous, ils sont tous revendeurs Donc ça c'est dans les 6 premiers mois, quoi. Ouais. Même la première semaine, hein, je descends. Ah oui, t'étais en mode acharné, quoi. Ah ouais, je descends, je fais le mariage de mon frère, salut bisous, et je pars, je prends la bagnole et je pars tout de suite, quoi. L'impatience extrême. Et donc il y a une dizaine de shops qui ont répondu présent sur la première tournée, et voilà. Et c'est commencé comme ça, petit à petit, sans aucune obligation financière. Donc là, c'est là où je réenclenche mon Pôle emploi. Merci la France. Je monte ma boîte. Qui est une vraie aide pour l'entrepreneuriat en futur. J'aurais jamais pu le faire sans. J'avais du coup 2 ans de chômage. Les deux seules années où j'étais salarié, je les avais cumulées en chômage. Et c'était le seul moyen même s'il n'y avait pas de frais parce que j'habitais chez mes parents, mais il fallait payer l'essence, il fallait payer parce que les Australiens après ça reste, enfin, ils me facturaient tout ce qu'ils m'envoyaient. Il n'y avait rien de gratuit, donc je payais les vêtements et je les revendais. Donc tout ça, j'ai dû le financer. Et donc voilà, j'avais mon Pôle emploi qui était là, merci. Et j'ai commencé comme ça, donc les 2 premières années, à travailler, à monter ma boîte et à faire des Skype. Au début, c'était 1 fois par mois avec les Australiens, puis après de manière un peu plus régulière, je les tenais au courant des avancées du développement de la marque. Mais j'ai fait ça, on dit de manière organique, quoi. Et surtout que tu me disais que pendant 4 ans, t'as travaillé sans contrat. Donc c'était encore cette fameuse poignée de main qui faisait foi. Ouais, poignée de main à l'anglo-saxonne. Entre-temps, Deus commence à monter gentiment. Ouais. C'est comme on commence à entendre parler. Et tu me disais même que des gens venaient te voir pour te dire « Ah oui, mais il y a un tel qui a le contrat de distribution officiel maintenant pour Deus. » Je compte même plus le nombre de fois. Quand tu penses. Disons que j'ai eu la chance d'être sur place et de convaincre les fondateurs en les regardant droit dans les yeux. Et après, je commence à ramener. Il y avait 2 magasins qui revendaient la marque en direct, qui achetaient les t-shirts aux Australiens. Du coup là, les t-shirts ils coûtaient 80 $, 80 € arrivés ici. Et donc la marque commençait tout juste. Et quand les businessmen, je l'appelle comme ça, mais les mecs avec des vraies boîtes se sont rendus compte du potentiel, là ils ont contacté les Australiens. Sauf que moi j'étais déjà rentré, j'étais déjà en train de faire mes tournées avec mon t-shirt et mon bouquin, quoi. Ah, mais là c'était des profils différents, c'est-à-dire des personnes qui étaient pas forcément dans la philosophie, juste business, qui avait une opportunité. Complètement. C'était des mecs avec des boîtes de distribution avec plusieurs marques, et moi c'est ce que j'avais dit aux Australiens. J'ai dit voilà, moi je vais pas avoir plusieurs marques. Moi mon histoire c'est Deus, et c'est pas Deus plus ça plus ça plus ça plus ça, c'est Deus. Et donc ça se fait beaucoup d'une marque qui commence, elle confie sa marque à un mec qui a un portefeuille.
qui lui permet de rentrer dans les magasins et de faire grossir la marque comme ça. Et ouais, le nombre de fois où j'ai entendu dire c'était bien, Deus, t'as été le premier, c'est dommage, tu l'as perdu. C'est un tel des coups de stress. Mais c'est même pas des coups de stress. Imagine les sacrifices. Déjà là, ça faisait 4 ans que j'étais rentré, même pas. Ça a commencé très vite les rumeurs, mais allez, au bout de 2 ans, je commençais déjà à avoir des échos. Il y a machin qui est en Australie pour dealer le contrat et tout. Et moi j'ai appelé tout de suite l'Australien. Je dis mais t'as donné la marque à quelqu'un? Non, pourquoi tu dis ça? J'ai entendu un tel qui a dit que oui, il nous a envoyé un mail, mais on donne pas suite. C'est toi notre gars en France, quoi. Mais c'est arrivé, je sais pas, 20 fois, 30 fois. Ouais, puis c'est normal que toi t'appelles parce que même si tu leur faisais confiance et eux te faisaient confiance, t'as toujours ce petit stress. En plus, il y a la distance. Il y a la distance, il y a la langue, même si je parle anglais, je me fais comprendre, mais il y a toujours des moments, et puis ça reste du business, tu vois, et moi je laissais le truc, la marque grossir de manière organique, et surtout avec mes moyens, et les mecs arrivaient en disant, bon, on vous fait 100 000 euros de commande tout de suite, là, donnez-nous la marque. Et moi, j'avais jamais rien payé. Enfin, je payais juste mes t-shirts, mais j'avais pas payé le droit de faire la licence pour la distribution. Et voilà, il y a quelques requins, je les appelle comme ça parce qu'ils ont vraiment fait des mecs que je côtoie un week-end en leur expliquant que j'ai ramené des housses, et le lundi, ils envoient un mail aux Australiens en disant ouais, votre jeune il est sympa là, mais moi je peux faire beaucoup plus. Et ils ont toujours dit non pendant toutes ces années. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et au bout d'un moment, au bout de je sais pas de mon je sais pas combien de mail inquiet, Omar il m'a envoyé un message en majuscule: tu es notre homme en France, genre laisse-moi tranquille, bosse quoi, et arrête de te soucier de ça quoi. Et ouais, c'est là où la rencontre d'Eus, c'est plus qu'une marque, c'est une vraie rencontre de personnes, d'humains, tu vois, avec le fondateur d'Air et Carby. d'Air qui m'a serré la main il y a du coup plus de 10 ans maintenant. Il aurait pu me la faire à l'envers, mais un nombre de fois incalculable, et peut faire à l'envers ou pas, prendre des décisions purement business, et jamais. Même s'il y avait des chèques sur la table, il a toujours dit c'est Ben. Et ça c'est un truc que c'est incroyable. Ouais. C'est tellement rare malheureusement maintenant aussi que non, c'est incroyable. C'est assez exceptionnel. Ouais. Comment ça évolue alors, parce que là on est dans l'étape où bon, tu bricoles en fait, tu fais ce que tu peux, t'es solo, tu galères, mais ça effectivement tu disais il y a une croissance qui est organique parce que tu veux que ça croît mais de manière raisonnée. Parce que je pense que t'as aussi en tête la croissance que t'avais sur ta marque précédente. Exactement, ça m'a servi de rappel. Attention, grossis pas trop vite. Et après, il y a trop d'exemples dans notre secteur de marques très cool qui sont brûlées les ailes à vouloir grossir trop vite, où l'image ne suit pas, où les collections où justement l'image est trop forte et les collections pas assez. Du coup, ça arrive dans les magasins, ça sort pas, alors qu'il y a une super image, mais les produits sont pas aboutis, les collections sont pas faites pour l'Europe, la qualité n'est pas là. Il y a plein de marques qui sont brûlées les ailes en Europe, qui cartonnent aux États-Unis par exemple, ou en Australie, mais en France elles n'ont jamais pris parce que trop vite. Et grâce à ma mini structure ou ma structure inexistante, j'ai pu vraiment prendre le temps de faire ça très bien. Enfin très bien, c'est pas prétentieux ce que je dis, mais de faire attention à ce que je faisais. Et donc petit à petit, et c'est marrant, j'ai un fichier Excel que j'ai depuis 10 ans où j'ai tous les chiffres par magasin, par collection. Donc première saison, Spring 2002 je crois, ça va être quelque chose comme ça. 2012 pardon, ouais. Spring 2012 ou Spring 2011 même, et j'ai les chiffres de tous les magasins, donc je garde ça. C'est bien de regarder ça de temps en temps, c'est un fichier que je l'utilise souvent avec Jean-Charles qui s'occupe des ventes aujourd'hui. D'ailleurs Jean-Charles, je le salue parce que il pouvait pas être là aujourd'hui, et c'est lui qui nous a mis en relation. Le pauvre, il est en tournée. C'est un auditeur du podcast en plus. Exactement, ouais. Jean-Charles, mon bras droit bras droit associé maintenant depuis beaucoup d'années. Et c'est un fichier que j'utilise toujours avec Jean-Charles où il, au fur et à mesure des tournées, il remplit le tableau. Donc effectivement, on a le tableau depuis le début. Donc justement là, la croissance se met en place doucement. Ouais. Jean-Charles arrive au bout de 3 ans. Jean-Charles, ça fait je crois 8 ans qu'il est là, donc au bout de 3 ans, ouais, c'est ça. Et puis là, l'idée c'est ce lieu dans lequel on est maintenant. Ouais, alors il y a eu l'étape Bordeaux, donc je pars de chez mes parents à Aix-en-Provence, on va à Bordeaux, je travaille toujours de mon appart. Je rencontre un associé, Nico, que j'embrasse, qui a la marque Drapeau Noir. Je viendrai le voir à Bordeaux. Ah non, maintenant il est à Lisbonne. Ah, il est à Lisbonne? Ouais, c'est pas mal aussi. Non, c'est pas mal aussi. Je te mettrai en contact. Je suis jamais à Lisbonne. Ah bah voilà, tu vas rencontrer Nico. Et avec Nico, donc on s'associe et on ouvre notre premier bureau. Et donc qui dit bureau dit stagiaire, forcément.
Et donc là, Jean-Charles se pointe. C'est un magasin, un revendeur qui me le conseille. Et il arrive, la gueule enfarinée. Il sortait juste de son école. Je sais même plus ce qu'il faisait. Tellement qu'il fait de choses aujourd'hui, je sais même plus de ce qu'il faisait à la base comme étude. Et Jean-Charles nous a rejoints comme ça. Ouais, il y a très longtemps. Et donc voilà, bureau, alléluia, bureau, stock. Et là, on se paluche. Import, stockage, pick and pack, préparation des commandes, relivraison, tout de A à Z. De A à Z. On faisait pas la création. Vraiment, la création, c'est les Australiens. Mais les Australiens nous envoyaient les collections et à partir de là, nous on faisait tout. Je pense que c'est important d'insister là-dessus parce que, tu sais, je te l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que, déjà, Deus savent pas forcément que c'est australien de base. Oui. Qui pensent que Deus, en France, c'est une multinationale. centaine de personnes. Ouais. Eh non. Alors que non. Non, on est. D'ailleurs, même à l'échelle internationale, c'est pas. C'est une petite équipe, hein. Ouais. Ouais, c'est une petite équipe. C'est quoi, c'est 50 personnes à l'échelle internationale? Grand max. Au bureau à Sydney, ils sont moins que ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça c'est dingue, c'est de voir l'image que ça a et l'aura qui est bien plus importante que effectivement derrière quoi, que le business et que les gens. Ouais. Et du coup, on fait tout dans notre petit local à Bordeaux. On fait tout quoi, on fait tout. Et ensuite, Nico, je rachète les parts de Nico parce que lui, il se concentre sur sa marque qui est en train de cartonner. Et là, je dis à JC, c'est le moment de déménager à Biarritz. Donc là, on trouve les bureaux dans lesquels on est aujourd'hui, qu'on a récupéré et qui sont passés de bureaux, de stock, et maintenant c'est le magasin dans lequel on est. Et là, pareil, on fait tout avec JC quand on est deux. On revend la marque dans une centaine de points de vente et donc on fait les tournées commerciales, on fait le marketing, on fait les cartons. Parce que pour toi, c'était important aussi d'avoir un lieu pour vraiment marquer l'identité de la marque. En fait, le jour où je suis rentré d'Australie, j'ai dit je veux un lieu. Un petit lieu, un grand lieu, et je veux parce que la marque s'exprime vraiment dans un lieu de vie que je disais au début de notre discussion, c'est vraiment un lieu de vie. C'est vraiment plus qu'une marque de fringues, quoi. C'est un lieu de vie et c'était obligatoire d'avoir très rapidement un lieu et très rapidement, j'ai juste mis 6 ans à le faire. Ouais, mais quand on voit le résultat, on comprend pourquoi t'as mis autant de temps parce que c'est léché dans les moindres détails. Ouais, c'est fait avec le cœur en tout cas. Ouais. Et pas beaucoup d'argent. Et c'est ça en fait, c'est de la démerde. Donc quand t'as de la démerde, forcément ça prend du temps. Exactement, ouais. Et quand tu veux combiner la démerde et faire bien les choses, c'est ça. Et pas t'associer avec des requins, parce que j'ai tout fait en autofinancement, parce que j'en ai rencontré des gugus qui voulaient s'associer, mais qui voulaient s'associer, mais après récupérer le bébé. Ça aussi, je pourrais t'en raconter des belles, mais voilà, donc on a mis du temps et donc du coup il y a presque 5 ans, on ouvre le premier Deus à Biarritz. Voilà. Et donc là, le statut commence à changer pour toi aussi par rapport à Deus Monde. Ouais. Donc là, bon, je commence à faire un peu mes preuves quand même, et du coup, je signe un contrat de distribution. Premier contrat au bout de 4-5 ans. Et là, donc, je suis officiel distributeur exclusif pour la France et le Portugal. J'avais signé le Portugal à l'époque parce que je voulais aller surfer au Portugal. Je me disais que c'était une bonne idée de mettre le Portugal dans le deal. Toujours mêler le kiff avec le boulot. Bah ça, c'est l'histoire de ma vie. Hein. C'est l'histoire de ma vie. Et donc, je signe ce contrat, enfin un contrat sur 5 ans, et c'est parti. Et là, avec le contrat, je peux aller voir les banques, je peux prendre un local plus grand, voilà. Et à ce moment-là, un autre Nicolas Chevalier, nous a rejoint, lui qui vient de la bouffe et du resto, parce qu'ouvrir un Deus, ouais, j'ai dit c'est un lieu de vie parce qu'il y a un bar, un café, un restaurant, enfin. C'est d'ailleurs les bruits que vous entendez ouais, au fond sûrement. Il y a le bruit des cafés un lieu de vie. Et Nico, avec son expertise, nous a rejoint, m'a prêté 3 sous parce que c'était encore quand même compliqué à l'époque. Et Nico est toujours là maintenant et c'est avec lui qu'on a ouvert le Deus à Bordeaux il y a quelques années. C'est lui qui gère le lieu à Bordeaux. Ouais. Et voilà, donc contrat et là enfin, voilà, possibilité de passer l'étape d'après quoi. L'ouverture de ce lieu à Biarritz. Alors je sais pas si t'as vu le nom, ça s'appelle Tenement of Tenacity. C'est Der, le fondateur de la marque, qui a trouvé ça. Tenement, c'est un petit immeuble et Tenacity, dédicace à mon parcours. C'est une super belle dédicace. Ouais. On cherchait un nom parce que tous les lieux Deus ont un nom et on avait trouvé, je trouvais que ça m'allait bien aussi, Stupa of Stupidity. Stupa, c'est un petit temple aussi. Et parce que tous les lieux Deus, le nom du Deus c'est lié à un immeuble ou un temple ou à quelque chose comme ça. Et ça montre quand même l'affection qu'il a pour toi et justement que tu t'as jamais lâché quoi.
Ah non, bah je pense que l'immeuble porte bien son nom. Ouais. Tenement of Tennessee. Ah non, c'est trop bien. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai vu et tu t'es j'ai pas fait la ouais. rapprochement. Eh ben c'est ça, c'est vraiment dédicace à. Après c'est aussi c'est dédicace à la vie en général qu'il faut s'accrocher. Aussi une petite dédicace au surf où c'est quand même bien galère. T'as pas eu l'occasion de tester, mais tu verras, il faut s'accrocher. Mais la vraie raison c'est une dédicace à mon parcours. Ouais. Ça c'est trop bien. Ouais. Et donc là, comment ça y est, là t'es plus structuré. Il y a Jean-Charles qui est avec toi. Vous montez les lieux, les points de vente j'imagine ont complètement augmenté. Vous en avez peut-être presque plus une centaine à ce moment-là. Ouais, on a la distribution dans les points de vente. On a toujours fait très attention. Maintenant, c'est JC qui s'en occupe, mais c'est vrai qu'on a fait attention de pas en mettre partout, que le magasin qui revend la marque comprenne ce qu'on fait, parce que tu peux vite te perdre. Hein. Ok, on fait des fringues, mais l'univers surf, moto. Bagnole, musique, tout ça, les revendeurs, ils sont complètement perdus, quoi, parce qu'il y a pas beaucoup de marques avec autant d'ADN et autant et le vélo aussi et ADN véridique, enfin dans ce qu'on fait, quoi. Et on fait vraiment des motos, on fait vraiment des surfs, on fait vraiment des vélos et on fait vraiment de la musique et tout ça se retrouve sur les vêtements, mais t'as vite fait de te perdre dans la marque. Et donc du coup, c'est vrai qu'on fait attention. On veut que les magasins avec qui on travaille comprennent ce qu'on fait. Qu'ils adhèrent à la philosophie. Ouais. Donc, en fait, je trouve le juste milieu entre avoir un certain volume de distributeurs et en même temps que... Voilà, tout le problème de croissance d'une marque, gérer sa croissance, gérer son image, pas cramer la marque, rendre la marque accessible, mais pas trop non plus. Voilà, tout ça, c'est mon rôle au quotidien, d'être sur ce fil-là. Ouais. Et donc là maintenant, toi, comment se répartit un peu ton rôle? T'es entre Biarritz, t'es entre Bordeaux, Ouais, alors donc JC s'occupe plus vraiment de la partie distribution. Moi, je m'occupe de faire en sorte que tout ça, toute la mayonnaise continue à bien prendre. Donc, je suis effectivement entre Biarritz et Bordeaux. Et après, on a notre corner au Bon Marché. On a un petit magasin au Cap Ferret et un petit magasin l'hiver à Méribel. D'ailleurs, le corner au Bon Marché, vous avez fait un petit pop-up. Ouais, pop-up avec la collaboration NATO et avec le Motocompo là qui était c'est trop stylé. Et d'ailleurs, il est juste derrière le Motocompo. Il est dans le magasin. Voilà et c'est je changerais pour rien au monde parce que c'est exceptionnel de pouvoir faire tout ça enfin de travailler dans son univers dans sa passion, quoi. C'est assez, c'est pour ça je vais être bientôt l'employé le plus vieux de Deus, hein. Ça fait 12 ans presque bientôt. Tu sais que je suis en train de penser à un truc, c'est que tu m'avais expliqué aussi que si on repart un peu en arrière, quand tout était très artisanal, c'est qu'il y avait aussi une autre personne qui s'était installée en Hollande, qui faisait un peu la même chose que toi, sauf qu'il avait plus de ronds, et qui avait pu acheter vraiment des stocks à Deus Monde. Et toi, tu lui rachetais des stocks directement en Hollande. Oui, parce que j'avais pas les sous pour acheter beaucoup de stocks. C'est-à-dire que un client qui me commandait 5 t-shirts, je les avais pas, moi, parce que j'avais pas de sous pour acheter 15 t-shirts pour en revendre 5 à lui. Donc, je rachetais des stocks aux Hollandais, à Amsterdam, et pour les revendre en France. C'est pour ça qu'au début, les prix, c'était un peu, les marges étaient compliquées, quoi. Je gagnais pas beaucoup d'argent parce que. Et tu vendais cher, t'avais pas le choix, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y avait des intermédiaires, donc, je faisais mes petits prix, sur mon tableau Excel, le soir, là, et je disais, mais, bénévolat, quoi. Parce qu'en fait, ce que je trouve fou, tu vois, c'est que, par rapport à la perspective dans laquelle t'étais à ce moment-là, et maintenant, où t'as quand même quelque chose qui est en place, tu vois, même s'il y a toujours plein d'évolutions à faire, mais psychologiquement, comment tu ressens la chose? Tu te dis, putain, t'es vraiment parti avec la voiture de tes parents à la base. Ah ouais, complètement. Et un bouquin et 3 t-shirts. Mais comme je t'ai dit, j'adore être au début des projets, dans l'ouverture des lieux ou dans le début. C'est ce qui m'intéresse, en fait, de voir le projet grandir. Et après, quand tu commences à voir des t-shirts de ta marque ou des t-shirts de la marque pour laquelle tu travailles portés sur des gens au hasard dans la rue, ça fait bizarre, quoi. Et tu dis, là, c'est plus maintenant, parce que maintenant, on a grossi, je travaille avec une logistique, c'est plus moi qui fais les cartons. C'est moi qui faisons les cartons, mais, à une époque, je voyais quelqu'un avec une casquette Deus, c'était moi et JC qui avait mis la casquette dans le carton. Et je trouvais ça génial, tu vois, de me balader, je sais pas, à Paris, et je croise quelqu'un et je dis, c'est forcément moi qui ai touché à la casquette. Pour revenir à la bagnole, parce que forcément, virus, il pouvait pas te perdre non plus. Non, c'est clair. Donc, quand je rentre d'Australie, évidemment pas un rond, etc. Donc, je mets ma passion de côté pendant 10 ans. Mon père, quand je suis parti en Australie, on a vendu la Cortina. Parce que mon père, ça l'embêtait de tout organiser. C'est quand même une sacrée logistique de participer à des rallyes entre l'entretien de la bagnole, les inscriptions, les reconnaissances et tout. C'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Et mon père, était. Mais ton frère a pas pris le relais sur le copilotage? Non, pareil, mon frère, mes frères travaillent beaucoup et mon frère jumeau a fait un rallye en copilote ou deux peut-être.
ça l'a pas plus enthousiasmé. Enthousiasmé. Merci. J'étais en train de chercher le mot aussi. Et donc du coup, voilà, quand je pars en Australie, mon père me dit ok, bah vends la Cortina. Je veux pas le faire tout seul parce que c'est moi qui m'occupais de tout quand on s'inscrivait. Je m'occupais de tout et évidemment ça m'intéressait. Pas que la conduite et le copilotage, l'inscription, préparer la voiture, les reconnaissances. Et même c'est super de partager ça avec son père, tu vois, une passion commune où tu passes 5 jours à lui brailler dans le micro. En plus, tu peux l'engueuler parce que c'est dans la course, tu vois, donc tu peux l'engueuler, chose que tu fais pas du tout dans la vraie vie, mais là dans le casque, tu peux lui crier dessus. Ouais, ça passe. Je t'avais dit gauche à fond, t'as coupé, t'es nul, voilà. Et donc on vend la voiture quand je pars en Australie et donc quand je reviens voilà, pas que ça en tête mais presque. Donc pendant 10 ans, je travaille évidemment, je gagne pas un rond et puis les ronds que je gagne, je remets dans la société. Et au bout de 10 ans c'était trop présent et je me rachète une bagnole, je me rachète une BM une 323i de 1978. Préparé, pratiquement fini d'être préparé, il manquait quelques bêtises à faire. Donc c'est une E21. E21, ouais. Propulsion qui glisse quand ça peut, quand ça veut, tout le temps donc. Et malheureusement le confinement arrive, mais heureusement parce que du coup j'ai pu passer le passeport, finir les dernières bêtises à faire sur la voiture, extincteur, coupe-circuit, tout ça, harnais, tout ce qui manquait. Et voilà, 10 ans après, j'ai retrouvé mon jouet, ma voiture de course. Et que je ride dès que je peux, je l'ai toujours. Qui est totalement vidé, totalement préparé. Ah oui. Alors je garde l'idée groupe 1, donc j'ai quand même la moquette. Elle est arsautée et tout, elle a le passeport VHC, donc elle est full homologuée. Mais contrairement à beaucoup qui vident la moquette pour gagner 50 kilos, moi les kilos je m'en fous un peu. Et j'aime bien l'idée. Comme mon père à l'époque, dans les années 70-80, il roulait avec la voiture de tous les jours. Mon père a eu une 2002 TI, et il s'en servait tous les jours. Et il avait pas d'arceau au début et un demi-arceau à la fin. Et il s'en servait la semaine et le week-end, il allait faire des courses. Il n'y avait pas de semi-slick, tout ça, c'était des pneus d'origine. Et j'aime bien cette idée-là, même si quand je roule, quand je fais des rallyes un peu loin, je prends quand même plateau pour préserver la voiture. Mais j'aime quand même l'idée d'aller sur les courses pas loin par la route. Et donc elle est full préparée, mais elle reste quand même dans son jus. Et comme elle avait pu être à l'époque, hormis les éléments de sécurité. Voilà. Et c'est quoi la dernière fois un peu, tu l'as roulé à des occasions là dernièrement? J'ai roulé au Classic Days au Mans. Ouais. Ça c'était exceptionnel. C'était dans le cadre du partenariat qu'on avait fait avec le Bon Marché à l'occasion du pop-up NATO. J'ai appelé les organisateurs du Classic Days et on a fait un jeu concours avec le Bon Marché. On a fait gagner un week-end au Classic Days au Mans et un tour en copilotage, enfin en passager sur la BM. Donc j'ai roulé au Mans. Alors là, parce qu'elle est préparée piste. J'aime bien les choses inappropriées en général. Et elle est inappropriée complet, elle est rigide comme il faut. Elle est pas du tout faite pour aller sur les petites routes, mais j'adore ça l'idée. Et donc elle est préparée piste. J'ai un pont long autobloquant pour le circuit et un court pour le rallye Puis elle marche bien, tu me disais qu'elle fait quoi, 160? Ça doit faire un peu moins, 160, dans les 160-170. Elle est pas passée au banc, mais elle marche bien. Et donc là, rouler au Mans, 20 heures coucher de soleil, j'avais pris un stand où on avait fait un autre magasin, un autre pop-up NATO, on l'avait ramené au Mans. Et là, tu sors des stands, t'es dans la voie des stands du Mans. Là, t'es dans ton kiff, là. T'es dans ton rêve. Tu fais dépasser par une GT40. Ouais, alors par contre, effectivement, sur mon plateau, c'est une voiture de course que j'ai, donc je suis dans le plateau All Compete, mais le plateau, il rigole pas. Et effectivement, il y avait de la GT40, il y avait de la Type E, il y avait, je sais plus, des belles Porsche. T'étais un peu l'original du plateau, quoi. La chicane mobile. Mais j'en ai doublé quelques-uns quand même. Mais c'est vrai que là, je roule. Quand tu sors des stands, t'as les vitres fermées pour les questions de sécurité, mais au bout de la première ligne droite, j'avais déjà les vitres ouvertes pour juste me faire doubler par des GT40 et il y a une Cobra et une Corvette qui pétaient à chaque fois qu'elle me doublait, donc le plaisir était là aussi. Je me suis acheté un grand rétroviseur. Sur les E21, les premières séries, la mienne, il n'y a pas de rétroviseur à droite. Je me suis acheté un rétroviseur panoramique que j'ai trouvé, je crois, dans un truc de caravane ou je sais plus, et j'ai mis ça pour éviter d'abîmer des caisses à plusieurs millions qui me doublent. Mais voilà, ça c'était très récemment. Et voilà, elle a passé. C'est quoi un peu les projets que t'as avec cette caisse? Parce que j'imagine que tu vas te faire quelques petits rallyes, là. Ouais, je fais rallye du Pays Basque là fin août, voilà, à la maison. Je vais, la dernière évolution, c'est une boîte sport pour vraiment qu'elle soit full groupe. Tu me disais que tu galères un peu à la trouver d'ailleurs, non? Ouais, j'ai pas le budget. 3500 € la boîte, mais tu vas trouver une occasion. Tu vas trouver l'occasion, oui.
D'ailleurs, si quelqu'un écoute, il y a une boîte de 323. Ah, le message est passé. 21 sport à un prix pas trop déconnant. Je suis preneur. Voilà. Et après, donc c'est sympa. J'ai refait. J'ai pas fait des courses avec mon père. On est allé sur circuit, mais je crois qu'il est un peu passé à autre chose. Mais j'ai retrouvé mon copilote de l'époque qui s'installe à Biarritz et avec qui on refait des bêtises. Du coup, 15 ans plus tard. Ouais. Là maintenant, par rapport à Deus, quand t'as des projets, parce que bon, forcément, on a passé une journée avec toi hier, donc tu m'as raconté un petit peu tout ce qui, ça bouillonne dans ta tête. Ça, il y a 10 000 projets tout le temps. Trop. Mais c'est trop bien. Mais quand on a un par rapport à Deus, parce que c'est souvent lié à Deus, comment ça se passe? C'est maintenant tu es obligé toujours d'avoir l'aval de Der et Kirby, ou ils te font confiance, vous discutez de temps en temps? Ouais, ils me font confiance, ils me font vraiment confiance. Der est un peu maintenant, tu vois, il a 72 ans passés maintenant, donc là il m'a appelé avant-hier, comme je t'ai dit, pour prendre des nouvelles, mais à titre totalement perso. À la fin de la discussion, il m'a demandé quand même si tout allait bien niveau business, mais juste comme ça, quoi. Juste comme ça en passant, mais il m'appelait plus pour prendre des nouvelles. Et ouais, c'est plus, en fait, c'est pas, j'attends pas un aval, quoi. Je leur informe du projet que je vais faire, mais en 12 ans, ils m'ont jamais mis un stop, jamais. Donc je pense qu'ils ont full confiance. Ouais. C'est quoi un peu les collabs qui vont arriver? Non, j'ai un truc très cool que j'ai initié, une collab avec Solido. Je sais pas si je t'avais dit, la marque de miniature. Ouais. Ah, je crois que je t'avais dit. Une 356 Solido échelle 1/18e, parce qu'en fait Deus, Kirby, le DA de Deus avait fait un t-shirt sur une 356 pardon. Et bon, tu sais que j'ai commencé tout ça avec des petites voitures et des voitures télécommandées. Et donc voilà, 356. Quand j'ai vu ça dans la gamme Solido, j'ai contacté Solido. Pour la petite histoire, la 356C, c'est la petite miniature qui m'a suivi toute ma vie. Ah ouais? C'est la seule que j'ai gardée de mon enfance. Bah tu vois, c'est un signe. Et tu sais, les grises, enfin la belle, tout ça. Ah, c'est un signe. Et donc j'appelle Clément qui bosse chez Solido. J'arrive à avoir son contact au marketing et il me dit ok, là il connaissait la marque. Et il me dit. Elle sera full stické Deus et tout? Ouais. Donc un 18e. Un peu comme ta BM, en fait. Ouais. Sauf que c'est une 356. Ah bah oui. J'aime beaucoup. Voilà. Tout est relatif. Et donc voilà, ça c'est un projet, ça va sortir pour Noël. Ok. Voilà, série limitée et tout. Ça sera sous le sapin, quoi. Sous le sapin, exactement. Donc ça c'est mon dernier petit projet. Et j'ai ça, là, la bécane de derrière, là, la mobilette. Un petit Honda C50. C'est la version 0, là, c'est la première que je sors. Je fais ça avec Sofiane qui est revendeur en région parisienne. 7up Bike, il a que des petites motos à la con que j'adore. C'est lui qui m'a passé le moto compo pour le bon marché. C'est un homme de goût alors. C'est un homme de goût, il va au Japon et il fait des conteneurs entiers de petites motos. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai jamais demandé, il s'est spécialisé dans les petites motos et il a que des jouets, quoi. Parce que t'as compris, j'aime bien les jouets. Et là, les petites motos comme ça. C'est pour ça qu'on a mis quelques-uns derrière, là. Ouais. Et donc voilà, ça c'est mon projet actuel, c'est de en sortir une dizaine numérotées. Chacun sa couleur, hein, avec la planche de surf assortie. Ça, c'est assez chouette. Ouais. Tu sais que je suis en train de penser à un truc, c'est que on n'a même pas expliqué ce que ça voulait dire Deus Ex Machina. Ouais. Pour les gens qui connaissent pas la marque ou même qui connaissent pas l'expression, c'est une locution latine, je crois. Hein. C'est latin, ouais, et c'est utilisé dans le théâtre ou dans le cinéma, plutôt dans le théâtre. C'est quelque chose ou quelqu'un qui chamboule une situation figée. Tu vois, quand il y a en pièce de théâtre, quand il y a une situation où il y a pas d'issue, le Deus Ex Machina, c'est quelqu'un ou quelque chose qui fait que la situation se débloque, se renverse, se chamboule. Et Der, quand il a créé Deus, il adorait la moto, il adorait le surf, mais les deux univers, t'imagines, il y a 15 ans, il communiquait pas du tout. Déjà, ça commence à être dans l'imaginaire avec Instagram, les gens commencent à capter, mais il y a 15 ans, et du coup, c'était très figé. La moto était très figée. T'étais motard et t'étais surfeur, et t'étais pas, et jamais tu te croisais, quoi. Et puis on en parlait aussi, tu sais, ça. J'ai déjà eu cette discussion aussi avec Olivier Saint-Jour, d'ailleurs, que je salue. Ouais, salut Olivier. Ouais. Je connais bien. Bien sûr. Vous êtes vu à The Wall et puis vous êtes potes. Mais c'est l'idée que quand tu vas sur un event automobile, par exemple, il faut avoir un certain style. Quand tu pilotes, il faut avoir un certain style. Tu peux pas venir avec comme t'es, comme chez McDo par exemple. Mais c'est aussi un peu casser ces barrières-là et ça, dire chacun fait comme il est. Et puis Exactement. Et ça a été le combat de Der via la marque. Enfin le combat, le mot est fort, mais l'idée de Der est tellement à l'origine du projet que c'est son nom, c'est le nom de la marque, et c'est effectivement de casser les codes, de
faire des choses inattendues et de toujours se remettre en question et de casser les codes et c'est vrai que dans la moto et le surf c'est assez sectaire, c'était sectaire à l'époque, et là lui il a dit non mais moi je vais faire un lieu où il y a les amateurs de bécane, les amateurs de surf, les amateurs d'art, les amateurs de bon café qui vont tous se retrouver, et c'est parti comme ça. Et encore une fois c'est pour ça que on parle de lieu de vie et pas de magasin, ou tu vois. Tu te rends compte à quel point Deus ex machina, donc le fait qu'une personne ou un événement chamboule tout, ça te correspond, mais alors à 100%? Ouais. Parce que t'as clairement chamboulé un peu le truc. T'es toujours là où on t'attend pas, quoi. Ouais, c'est ça. Dès que je fais un projet, je me dis alors qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens s'y attendent pas. D'où la petite moto où je pense qu'on nous attendait sur un gros café racer. Bah non, ça serait une petite mobilette 50 que tout le monde peut conduire. La voiture était toujours partie. Carby est un gros fan de bagnole. Il a plusieurs voitures sympas à Sydney en collection, et pareil, c'était amener quelque chose de nouveau dans le, comme Olivier a fait avec Anyways, comme d'autres marques le font très bien, c'était d'amener quelque chose un peu de nouveau, un peu frais quoi dans cet univers-là. Donc effectivement casser les codes quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui m'éclate en fait. Donc tu vas continuer à nous surprendre vu le nombre d'idées que tu m'as balancé en 2 jours. Ouais. Je pense que ça devrait aller. En fait, le vrai problème maintenant, c'est le temps. Le temps. Quel projet tu vas vraiment privilégier par rapport à d'autres, parce que t'en as 10 à la minute. Ouais, exactement. Et justement, par rapport à tout ça, d'un point de vue Deus, personnel, professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Continuer à m'éclater. Ouais, continuer à t'amuser. Ouais, moi je fais que ça en fait. Tous mes choix professionnels, mes choix de vie, tout ça, ça a toujours été d'abord le kiff et après le reste suivra quoi. Enfin le kiff avec beaucoup de boulot quand même. Hein. Ouais, mais beaucoup de boulot dans le kiff. J'aurais pas travaillé un dixième de l'énergie et des risques que j'ai pris si c'était pour vendre des patates. Tu vois, donc il faut que quelque chose m'anime. Et d'ailleurs, c'est marrant, le slogan Deus, c'est In Benzine Veritas. C'est marqué en gros là. Exact. Voilà. Et traduction littéraire, en pétrole véritable. Mais la vraie traduction, c'est quelque chose qui t'anime. Un combustible personnel. Et je crois que ça résume bien mon parcours. Je suis en train de me rappeler d'une expression que Nicolas Roland, donc le vendeur automobile, ça te parle, un youtubeur qui est un pote aussi maintenant, a utilisé. Il disait que l'automobile, c'est par rapport à, en gros, c'est un mélange entre l'essence et la passion, en mode que la passion, c'est ce qui te fait avancer. C'est l'essence que tu as dans les veines, en fait. Ouais. J'ai plus l'expression. Faudrait que je la retrouve, je la mettrai dans l'intro. Voilà, bah c'est ça. In Benzine Veritas, donc que ce qui t'anime te fasse avancer. Et je pense que ça résume bien mon parcours et le parcours que je vais avoir pour les prochaines années. Je veux juste kiffer et pouvoir en vivre et continuer à m'éclater et faire plein de projets et faire découvrir ce qu'on fait, la marque ou autre chose, mais voilà, continuer à juste me faire plaisir. Et c'est tout ce que je te souhaite et je suis sûr que tu vas y arriver. J'espère. Et franchement, à tout le monde qui écoute ce podcast, venez à Biarritz, et venez surtout chez Deus, parce que effectivement, t'as réussi à retranscrire cette vibe dont on parle un peu. C'est un peu subjectif, dont on parle depuis le début. Et depuis on est là depuis hier. Je sais pas, c'est comme si on avait une espèce de parenthèse, tu vois. Ouais. C'est vraiment cool. Et merci pour l'accueil, surtout. Bah, avec plaisir. Parfois, je travaille un peu quand même, hein, parce que là, les deux. je sais que t'as fait un effort pour nous et que tu t'es mis clairement en pause. Et non, vraiment, merci pour ça. Ma vie n'est pas que au bord du café et serrer des mains. Ouais, mais c'était très cool de vous avoir. C'était très, très sympa. Merci beaucoup, Ben. Et avec plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.